Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée, de Guy Jiménez. En premier lieu, je vis la lune. Après elle, j'ai observé plus souvent les étoiles, avec une incroyable joie dans l'âme. Galilée, le messager des étoiles. Le premier jour, Piescaro et Fiorina. Chapitre 1. La lunette. Le Vénitien avait entrouvert une fenêtre et glissé le canon de la lunette entre les deux battants. Instrument du diable, marmonna derrière lui Piescaro, se demandant s'il avait bien fait de s'associer à cet homme dont il ignorait le nom. S'associer était une façon positive de considérer leur accord. En réalité, le Vénitien le traitait comme un serviteur. Piescaro le regarda ajuster l'angle de la lunette en direction du centre de la place et marmonna de nouveau. « Que grommelles-tu encore dans ta vieille barbe ?» lui demanda le Vénitien. « Je disais simplement que cet instrument que vous manipulez avec tant de désinvolture est diabolique. » L'autre se redressa en riant. Âgé d'environ 30 ans, 15 de moins que Piescaro, il en était l'exact opposé. Glabre, les cheveux abondants, confiant en lui-même, il se tenait le plus souvent droit comme un i, dans une posture exprimant une satisfaction absolue. Face à lui, Piescaro souffrait de la comparaison, bien que de taille égale, il paraissait plus petit et comme accablé d'un poids sur les épaules. « Venons-en au fait, Piescaro, dit le Vénitien. Tu as tardé à arriver ce matin. As-tu déniché l'oiseau rare ? Il serait temps de passer à l'action. » Piescaro revenait une fois de plus bredouille de son exploration de Florence. Il en était dépité, d'autant que l'idée de recruter un enfant des rues venait de lui. Le premier, il avait employé cette expression d'oiseau rare que lui resservait perfidement son associé. Il n'était pas si facile de trouver un gamin qui ait à la fois le caractère trempé et assez de jugeote, se justifia-t-il. Peut-être devrions-nous changer nos plans. Nous en avons déjà parlé, rétorqua le Vénitien. Le temps nous manque pour concevoir un autre projet, et je ne peux pas m'éterniser dans cette auberge. Les circonstances commandent. Mais quelque chose me dit que nous allons réussir grâce à cet instrument. Piescaro leva les yeux au ciel. Si vous pensez que c'est avec cette chose diabolique, je sais, tu l'as déjà dit. Pourtant, l'usage que j'en fais n'est en rien celui de Galilée. Ce n'est pas vers les astres que je l'oriente. Allons, viens donc regarder. Ne te montre pas si timoré. Piescaro surmonta sa répugnance et s'approcha de la lunette posée sur son pied. Il ferma l'œil gauche, retint une grimace de dégoût et pour la première fois de sa vie, apposa l'œil droit à un oculaire. Le Vénitien soupira d'aise. À la bonne heure. Piescaro ne vit rien d'abord. Il se redressa avec une irritation mal contenue. Un peu de patience, Piescaro, lui dit l'autre. Aucun résultat ne s'obtient sans un minimum de persévérance. Agacé par cette sentence moralisatrice de la part d'un homme plus jeune, Piescaro se pencha de nouveau et heurta de son front l'extrémité de l'instrument, déstabilisant l'édifice. « Hé !» s'indigna le Vénitien. « Ne va pas me la casser. Une lunette que j'ai acquise à prix fort. » Tu t'y prends mal, Piescaro. Maintiens le support de ta main gauche et de la main droite saisis délicatement le canon. À présent, approche ton œil. Que vois-tu ? Rien ni personne, faillit répondre Piescaro, persuadé d'avance qu'il échouerait à voir quoi que ce soit dans cet engin du diable. Soudain, un tableau lui apparut. Oui, un tableau, pareil à un tonneau, une de ces peintures rondes qu'on trouvait parfois dans les églises, ou comme cette reproduction de la Sainte Famille de Michel-Ange qu'il avait eu la chance de contempler un jour. Pour autant, la comparaison s'arrêtait là. Le motif surgi dans le cercle de verre n'avait rien de religieux. Un étal débordant de bottes de poireaux et de carottes aux ombelles généreuses. Derrière l'étal, sous un auvent le protégeant du soleil de midi, se tenait, prostré, un marchand de forte corpulence comme assommé par la chaleur. Piescaro maugréa une énième fois, mais, fascina, demeura l'œil collé à l'objectif. Sa main gauche, par réflexe, avait lâché le support et caressé l'espace dans l'illusion de pouvoir saisir ses légumes qui semblaient à sa portée. Le Vénitien se délectait de le voir agir ainsi. Comprenant bien ce qui se passait, lui-même avait éprouvé cette sensation inédite et déstabilisante la première fois qu'il avait regardé à travers une lunette. « Comment est-ce possible ?» l'interrogea Piescaro en se relevant, ému par l'expérience qu'il venait de vivre. « Direz-vous encore qu'il n'y a pas là… »
Le Vénitien le coupa sèchement. Simple phénomène optique dû à l'assemblage de deux lentilles de verre aux deux bouts d'un cylindre de carton. La lunette avait été inventée par un Hollandais, mais Galilée, le premier, l'avait perfectionnée et avait eu l'idée de la tourner vers le ciel. Il avait alors observé que la Lune était couverte de montagnes et que les étoiles étaient plus nombreuses qu'on ne le pensait. Ces découvertes menaçaient une croyance héritée de l'Antiquité et propagée par l'Église selon laquelle la Terre était le centre immobile du monde. Galilée en avait fait part dans Le Messager des étoiles, un ouvrage au retentissement extraordinaire qu'il avait dédié aux Médicis, les seigneurs de Toscane. Simple phénomène optique qui nous conduit au chaos, oui, dit en grimaçant Piescaro. Le livre de Galilée est le délire d'un hérétique, mais il a été assez habile pour se ménager la faveur du pouvoir. Depuis que le savant avait été nommé philosophe et mathématicien du grand-duc de Toscane, Piescaro ne décolérait pas. Et même à Rome, les astronomes du Vatican se sont passionnés pour sa lunette et le pape l'a reçu en audience privée. Galilée cultive l'art de savoir jusqu'où aller trop loin, répondit froidement le Vénitien. Mais dans 2 jours, grâce à nous, son hérésie deviendra évidente. Il se pencha, colla son œil à la lunette et se releva aussitôt. Maintenant, Piescaro, cesse tes jérémiades et approche, regarde, sans modifier le réglage. Je ne t'en ai rien dit jusqu'ici, n'étant pas encore très sûr, mais cela fait 3 matins que je l'observe ainsi. Regarde-la vite, avant qu'elle ne disparaisse. La vois-tu enfin ? Piescaro se demanda de quoi, de qui le Vénitien parlait. Je ne vois rien, bougonna-t-il, qu'une gamine sale et mal fagotée. Il chuchotait comme si, par l'effet rapprochant de la lunette, ses propos pouvaient être entendus sur la place. Il se redressa soudain, les sourcils levés, dans une interrogation muette. Ne me dis pas que c'est cette que vous avez choisie pour un garçon, avions-nous dit. C'est un garçon qu'il nous faut. Au contraire, j'ai réfléchi. Nous aurions tort de nous obstiner dans cette idée. Comprends-moi, Piescaro. Plutôt que de demander à cet enfant de s'introduire en catimini dans la maison de Galilée, c'est de plein droit que nous la ferons entrer. Ne m'as-tu pas dit hier que cette madame Sarti recherche des servantes ? Piescaro s'était en effet approché de la demeure de Galilée. Tout le quartier bruissait de la rumeur de la fête à laquelle assisterait comme deux le grand-duc de Toscane. Galilée avait été son précepteur il y a quelques années, et le jeune seigneur souhaitait entendre son ancien professeur raconter son séjour à Rome. Oui, songea Piescaro, l'idée d'employer une fille en la faisant recruter comme servante était astucieuse. Il s'en voulut de ne pas y avoir pensé le premier. Certes, risqua-t-il, mais il faudra qu'elle joue la comédie. Tous les Florentins savent la jouer, et davantage encore les filles, non ? Et bonne comédienne, quelque chose me dit qu'elle l'est, Piescaro. Voici non pas l'oiseau, mon ami, mais la perle rare. Flatté de s'entendre appeler mon ami, Piescaro se troubla. Eh bien, une fille, eh bien, oui, pourquoi pas, si vous êtes tout à fait sûr de... Je suis sûr, Piescaro. Tu vas aller la trouver à l'instant et l'engager, tu m'entends ? Ne la laisse pas filer, au nom du ciel. Dis-toi bien ceci, si Galilée contemple les astres avec la lunette, nous, c'est son désastre que nous contemplons dans la figure de cet enfant des rues. C'est par elle que viendra sa perte, je te le garantis. L'enthousiasme et la conviction du Vénitien agirent sur Piescaro comme un puissant stimulant. Il prit ses repères sur la place. « Ne craignez rien, assura-t-il, je saurai y faire. Ne lésine pas sur l'argent dans ta négociation. Je suis certain qu'elle en apprécie le langage. » Piescaro saisit au vol la bourse que lui lançait le Vénitien.